tous. Donc je m'appelle Alain Meboum. Donc, je travaille au Léa dans l'équipe décarbonation et dépollution des systèmes énergétiques. Donc, je vais essayer de présenter un petit aperçu de l'utilisation des carburants de synthèse dans les moteurs à combustion interne. Donc, bon, Pierre l'a déjà présenté, hein. L'objectif, c'est de réduire fortement notre dépendance aux fossiles. Un chiffre, c'est qu'on doit viser moins 70% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2040. Donc une voie pour arriver à ce résultat de 2040, c'est demain, hein. C'est d'utiliser des carburants dans des moteurs existants, donc notamment faire du rétrofit. Et voilà, donc c'est nécessaire d'assurer une transition, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir changer toute la flotte de navires du jour au lendemain. Donc ce serait pas mal d'avoir des moteurs capables de fonctionner à la fois en carburant conventionnel et en carburant de synthèse au fur et à mesure que ces carburants seront produits et disponibles dans les différents ports. Donc je vais présenter quelques éléments sur les moteurs marins, quelques éléments sur la combustion. Je vais me focaliser sur trois carburants, hein, ce n'est pas exhaustif, et présenter quelques verrous techniques et scientifiques. Donc les moteurs marins, hein, c'est des moteurs essentiellement diesel, donc à allumage par compression. Donc les plus petits moteurs, c'est des moteurs 4 temps rapides et semi-rapides. Et à l'opposé, on a des gros moteurs de temps. En termes de puissance, ça va jusqu'à 80 mégawatts. Donc en termes de dimension, c'est des moteurs qui font jusqu'à 13 mètres de hauteur. En termes d'alésage, quasiment 1 mètre de diamètre, c'est-à-dire qu'on peut tenir debout dans la chambre de combustion. L'alimentation en air sur ces moteurs-là, c'est souvent suralimenté avec des turbocompresseurs mono-étagés ou multi-étagés. Voilà. Et à noter aussi que, ben, en parallèle de la décarbonation, il faut dépolluer, donc notamment essayer de contrôler les émissions d'oxyde d'azote. Et on a souvent compétition entre contrôle des NOx à la source et efficacité du moteur, donc décarbonation. Un petit aperçu sur différents modes de combustion. Donc, le mode de combustion le plus classique donc, sur les moteurs marins, c'est combustion diesel. Donc, ça consiste à injecter directement du carburant dans la chambre de combustion. Donc, en utilisant un injecteur multitrou. Donc, on a plusieurs sprays de carburant dans la chambre de combustion. En termes de principe, donc c'est une combustion diffusive, c'est-à-dire que le phénomène de combustion est contrôlé par le processus de mélange entre le carburant et l'air. La cinétique chimique, elle est en général très rapide devant le processus de mélange. Donc, c'est des combustions qui sont bien adaptées à des carburants qui ont un fort indice de cétane, tels que le HFO, le MDO ou tous les biodiesels. Donc, si on zoome un peu sur un des sprays de carburant, donc ça ressemble à ça. Donc, le carburant, il est introduit en général liquide dans la chambre de combustion. Donc, il est froid. Il a des vitesses d'injection très importantes. Donc, rapidement, il va se mélanger avec de l'air chaud qui est à peu près à 900 Kelvin. Donc, rapidement, on a une première combustion de pré-mélange, mais très riche, très hétérogène, qui va produire beaucoup d'imbrûlés. Des particules aussi qui vont pouvoir migrer vers l'aval du spray et former des plus grosses particules. Et tout autour de ce spray, on a une flamme de diffusion, donc à l'interaction entre le carburant et l'air, avec des températures locales qui sont assez élevées, de l'ordre de 2700-2800 Kelvin, et on va avoir pas mal de production d'oxyde d'azote. Parmi les avantages de ce type de combustion, c'est qu'on a une combustion quasi complète, donc quasiment 100% de rendement de combustion. La combustion, elle est facilement contrôlable. Donc, en fait, si on veut brûler vite, bah, il suffit d'injecter vite. Si on veut brûler lentement, on injecte lentement. On peut aussi faire l'injection en plusieurs temps. Et comme on ne comprime que de l'air en phase de compression, ben, on n'a pas de problème d'auto-allumage. Donc, on peut avoir des moteurs avec des forts taux de compression, ce qui permet d'améliorer leur rendement. Dans les points négatifs, donc, on a une forte stratification en température et richesse, du coup, qui s'accompagne d'une forte production de NOx et de particules. Même si les particules sont oxydées en partie à la périphérie de la flamme, il va en rester quand même un certain nombre à l'échappement. Si on augmente l'excès d'air dans le moteur, ça n'a pas d'impact direct sur la température de flamme, donc ce n'est pas un levier pour contrôler les émissions d'oxyde d'azote.
À l'inverse, donc c'est plus utilisé sur des moteurs automobiles, hein. Donc on a des combustions à allumage commandé. Donc là, cette fois-ci, on va préparer un mélange d'air et de carburant avant l'inflammation. Donc ça se fait au moyen d'un injecteur qui est soit dans les tubulures d'admission, soit directement dans la chambre de combustion. Et ce mélange en fin de compression, on va l'allumer avec une bougie d'allumage. Donc ce mode de combustion est plus adapté à des carburants qui ont un indice d'octane élevé, tel que le CH4 ou l'hydrogène. La richesse peut être à peu près homogène. Donc, dans les avantages, c'est qu'on peut, cette fois-ci, en augmentant le débit d'air, donc l'excès d'air, on va pouvoir contrôler la température et abaisser les émissions d'oxyde d'azote. Les émissions de particules sont aussi en général réduites. Par contre, dans les défauts, donc c'est une combustion qui est beaucoup moins contrôlable. On contrôle juste le moment où on enflamme, mais après, la vitesse de propagation de flamme, elle est un peu subie. Les rendements de combustion sont un peu moins bons, donc on a quand même production d'un peu d'un brûlé, donc ça nécessite des systèmes de post-traitement. Et comme on comprime un mélangeur carburant en phase de compression, ben, on ne peut pas trop le comprimer, sinon on a des problèmes d'auto-inflammation, donc le taux de compression il est limité. Voilà, donc un peu entre les deux, entre ces deux modes de combustion, on a des combustions dual fuel. Donc dual fuel, ça veut dire qu'on va injecter deux carburants qui ont des propriétés différentes. Donc dans un premier temps, on va injecter un carburant type LNG, H2, NH3 ou méthanol qu'on va mélanger avec l'air. Et en fin de compression, on va allumer ce mélange en injectant du diesel. Là, on peut moduler la proportion entre le carburant injecté mélangé à l'air et le carburant qu'on injecte directement dans la chambre de combustion. Voilà, donc c'est un mode de combustion un peu hybride entre les deux modes de combustion précédents et on a une certaine flexibilité puisqu'on peut tourner au diesel pur ou quand on a pas mal de carburants de synthèse type méthanol NH3 ou H2, ben, du coup se servir d'une quantité très faible de diesel. Parmi les avantages, on a aussi le fait on peut faire des faibles émissions de NOx à la source moyennant dilué avec pas mal d'excès d'air. Et par contre, on récupère quand même quelques inconvénients des moteurs allumage commandés, donc on va avoir en général plus de production d'un brûlé. Voilà, donc après ce petit aperçu sur les modes de combustion, on va se focaliser sur trois carburants, donc l'hydrogène, l'ammoniac et le méthanol. Donc l'hydrogène, comme l'a dit Pierre, hein, donc bien sûr, ça n'a pas d'atomes de carbone, donc on n'émet pas directement de CO2. Par contre, c'est très peu dense puisque c'est gazeux à température et pression ambiante. Donc, soit il faut le comprimer très fort, soit il faut le liquéfier pour l'embarquer sur un navire. L'avantage, c'est que ça a un fort indice d'octane, donc ça peut brûler dans une large plage de richesse. Donc, c'est un carburant qui se prête assez bien en rétrofit. Donc, on peut l'injecter dans un moteur dual fuel. Et il est également adapté à des moteurs plutôt neufs, donc type allumage commandé. Par contre, il faut adapter le système d'alimentation en air pour travailler avec des forts excès d'air pour contrôler les températures et contrôler les émissions d'oxyde d'azote. Bien sûr, ça n'a d'intérêt pour la décarbonation que si l'hydrogène il est d'origine renouvelable, donc soit de l'hydrogène blanc ou de l'hydrogène vert. Dans les verrous, alors c'est quand même un carburant qui a tendance à faire des combustions anormales. Donc il y a des travaux de recherche hein, pour essayer de contrôler ce phénomène-là. Voilà, et puis c'est pas directement lié à la combustion, mais dans les gros verrous, il y a la production et le stockage. Donc pour pallier un peu à ce défaut de faible densité d'énergie et de difficulté de gérer à bord l'hydrogène, donc il y a un projet allemand qui s'appelle IMATSHIP, qui consiste à finalement produire l'hydrogène à bord du navire. Donc le vecteur énergétique, c'est du méthanol qui est produit à terre à partir d'hydrogène et de CO2. À bord du navire, on va reformer le méthanol en utilisant la chaleur des gaz d'échappement et on va produire de l'hydrogène qui va être injecté dans un moteur dual fuel. Et ensuite, le CO2, bon, on le stocke à bord du navire et arrivé au port, on peut le déstocker et s'en resservir pour de nouveau produire du méthanol.
Bon, les verrous, ça nécessite d'avoir quand même des rendements de conversion élevés sur toute la chaîne de fabrication et se pose aussi la question des coûts d'investissement et de fonctionnement. Autre carburant, donc c'est l'ammoniac. Donc pareil, il ne contient pas d'atomes de carbone. Donc lorsqu'on le brûle, il n'y a pas d'émission directe de CO2. Un peu comme pour l'hydrogène, donc c'est gazeux à température et pression ambiante, mais on peut le comprimer, on a besoin de le comprimer un peu moins ou descendre un peu moins en température pour le liquéfier comparativement à l'hydrogène. En termes de combustion, alors c'est quand même un carburant qui s'enflamme pas si facilement que ça et qui a une vitesse de flamme assez faible. Mais il peut être utilisé dans des moteurs dual fuel en injection indirecte basse pression et on va déclencher la combustion toujours avec de l'injection directe de diesel. Donc les taux de NH3 possibles, a priori, c'est jusqu'à 95%. Donc le diesel, c'est vraiment que 5% juste pour enflammer. Et adapté aussi aux moteurs à allumage commandé. Donc là, ça veut dire des moteurs neufs. Mais dans ce type de moteur, comme les vitesses de flamme sont faibles, en général, on va doper le carburant avec de l'hydrogène ou du CH4. Voilà, donc dans les verrous, ben, c'est savoir contrôler à la source les émissions d'imbrûlés, puisque les imbrûlés, c'est directement du NH3 qui est toxique. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment minimiser les émissions de NH3 et ça nécessite en général des systèmes de post-traitement. C'est un carburant qui a tendance aussi à faire pas mal de N2O et d'oxyde d'azote. Voilà, donc en général, ces moteurs-là, ils ont des systèmes de post-traitement assez sophistiqués. Et le défi, ben, c'est réussir à avoir une combustion complète et suffisamment rapide. Enfin, dernier carburant, le méthanol. Donc, le méthanol, il a l'avantage d'être liquide à température et pression ambiante. Il a un fort indice d'octane, un faible indice de cétane, par contre, et une chaleur latente d'évaporation élevée. Donc, il y a plusieurs façons de l'introduire dans un moteur à combustion interne. Donc, une première façon, c'est de le mélanger directement avec le diesel. Donc, comme c'est pas très miscible avec le diesel, les proportions, c'est jusqu'à 10%. Si on veut faire des proportions supérieures à 10% de méthanol dans le diesel, donc là, ça veut dire le mettre en émulsion avec le diesel. Et sinon, on peut l'injecter ben, dans des moteurs dual fuel. Donc là, il y a encore plusieurs possibilités. Alors, on peut faire de l'injection indirecte, donc à l'admission du moteur, mélangé directement avec l'air. Donc ça veut dire qu'on peut partir d'un moteur diesel existant et changer son système d'alimentation en air, rajouter un circuit d'alimentation de carburant de méthanol et du coup switcher sur du méthanol. Donc le taux de méthanol possible sur ces moteurs-là, c'est à peu près 80% maximum. Autre solution, c'est de faire de l'injection directe de méthanol dans la chambre de combustion. Donc sur le schéma, vous avez un moteur 16 cylindres avec deux circuits de carburant, avec pour chaque cylindre ben, deux injecteurs qui injectent directement le carburant dans la chambre, donc le méthanol et le diesel pilote. Et sur ce type de moteur, on peut avoir jusqu'à 95% donc de l'apport d'énergie qui est amené par le méthanol. Et enfin, dernière solution, toujours pour faire de l'injection directe de méthanol plus du diesel pilote dans la chambre de combustion, c'est utiliser un seul injecteur. Donc là, c'est un schéma de l'injecteur qui est développé par Wärtsilä qui donc est composé de deux. C'est un injecteur coaxial, hein, donc il y a deux circuits internes dans l'injecteur. Donc on peut, par exemple, injecter d'abord le diesel dans la chambre de combustion pour faire des points chauds près du nez de l'injecteur et puis juste derrière, ensuite, faire l'injection de méthanol qui va s'enflammer du coup rapidement. Voilà, j'ai quasiment fini ma présentation. Alors juste un verrou hein, sur le méthanol, c'est ben, que ça émet du CO2, donc ça veut dire qu'il faut rajouter un système de capture de CO2 à bord du navire. Dans tous les cas, il faudra capturer du CO2 quelque part pour produire le méthanol. Donc en conclusion, globalement, dans les moteurs à combustion interne, on peut à peu près tout brûler, en tout cas les carburants gazeux ou liquides, hein, moyennant les adapter. Moteur dual fuel, donc c'est une technologie qui est adaptée à la transition vers les zéro fossiles. Donc voilà.
Dans les principaux verrous, l'utilisation de carburant de synthèse pour la décarbonation, ça nécessite de disposer de sources d'énergie décarbonées et d'avoir une chaîne de production avec un rendement, on va dire, acceptable. Pour l'hydrogène LNH3, il y a quand même des verrous autour du stockage et de la sécurité. Voilà. Et pour le méthanol, ça nécessite d'avoir un système de capture de carbone.